Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bienvenue sur Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. Voici nos chroniqueurs préférés qui sont là pour m'accompagner pendant cette petite heure. Bonjour Patrick Aubin. Bonjour Thomas. Vous allez bien ? Je vais bien. Patrick Aubin, chef d'entreprise et conseiller municipal à Tournefeuille. C'est ça. Alors, vous êtes membre du Parti libéral, c'est ça ? Exactement. Bon. Démocrate. Stéphane Beaumont, Bonjour. notre politologue, le politologue du Journal Toulousain, mais également universitaire bien connu. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est un de vos anciens élèves à la fac de droit à Toulouse qui est là. Rémi Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. Donc, membre du Conseil national du Parti de gauche. Oui. Le parti de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et vous étiez candidat aux dernières législatives sur la 6e circonscription. C'est tout à fait ça. Alors, messieurs, deux sujets locaux aujourd'hui. Sanofi, c'est fait, le plan social a été annoncé. Les municipales à Toulouse, c'est parti. Ça, ce sont les deux sujets locaux. Et ensuite, nous parlerons au niveau national de la gauche plurielle, version Hollande, qui est plus ou moins en train d'éclater. En tous les cas, on va essayer d'en discuter ensemble. Et Stéphane Beaumont a rajouté un petit sujet sur une citation de Jean-François Copé cette semaine sur le racisme blanc. Mais on verra ça en fin d'émission. Anti-blanc. Le racisme anti-blanc. On y va, Sanofi, c'est fait. 900 emplois vont être supprimés par le laboratoire pharmaceutique. Plus de 600 à Toulouse. Alors, il y a des choses quand même étonnantes puisque le Sanofi a également sorti un communiqué envoyé à la presse où on sous-entend que Sanofi serait à la recherche d'un repreneur à Toulouse. Donc, Pierre Cohen, le maire de Toulouse, lui, parle d'une fermeture du site dans quelques mois. Patrick Aubin, la dernière fois, vous aviez un peu justifié quelque part les agissements de Sanofi. Vous maintenez ? Oh, bien sûr que je maintiens. Ce n'est pas des agissements, c'est en fait une stratégie d'entreprise. Et donc Sanofi est dans sa stratégie. Donc, je pense qu'il ne faut pas céder non plus à l'émotion et puis à la démagogie. Hein. Les politiques ont toujours des clientèles, effectivement, et les salariés font partie de cette clientèle. Et donc, inévitablement, ils vont dans le sens des salariés. Donc, vous continuez à justifier que quand on fait 6 milliards de bénéfices, qu'on est une entreprise... 9 Je suis pas sûr que les salariés de Florent hier étaient du côté de 9 milliards. Donc vous maintenez qu'on peut licencier comme ça 900 personnes alors qu'on fait 9 milliards de bénéfices. Oui, c'est pas des licenciements forcément bruts comme on veut bien le dire. Il va y avoir des reclassements qui vont être prévus. Il y a des gens qui peuvent partir sur d'autres sites de Sanofi. Sanofi a besoin d'être plus efficace. Hein. La France, sur le domaine des médicaments et sur la recherche, a besoin d'être efficace. Et donc, Sanofi essaie d'être le plus efficace possible et continue à maintenir de l'emploi en France dans le domaine de la recherche. Par contre, les Chinois et les Indiens, par exemple, sont des pays qui, de plus en plus, rentrent dans le domaine du médicament. Rémi Vincent, vous pouvez pas être d'accord avec ça. Non, je suis sidéré de ce cynisme froid et monstrueux dont fait preuve le chef d'entreprise qui est aujourd'hui avec nous. Il y a quelque chose dans la République qui s'appelle l'intérêt général et qui n'est pas la somme des intérêts privés, qui est au-dessus des intérêts privés. Et quand on est dirigeant politique et quand on est militant politique, donc comme vous l'êtes et élu politique, j'espère que vous avez un sens de l'intérêt général. Ce que fait Sanofi, c'est contre l'intérêt de la patrie et c'est contre l'intérêt économique et social de ses travailleurs. Comme disait Thomas, un groupe qui fait tant de bénéfices ne peut pas froidement justifier ces délocalisations et ces suppressions d'emplois. Je dis pas ça, je pose la question, Rémi. Non, mais parce que la question est posée. Non, mais vous avez rappelé avec beaucoup de précision que c'était une entreprise bénéficiaire. Je dis pas, il y a des entreprises qui peuvent avoir des gros soucis économiques et financiers, où là, il faut peut-être réduire certaines choses. Je ne nie pas ça, mais un groupe qui fait tant de bénéfices, qui est tellement en pointe et qui représente pour la patrie un tel intérêt national, c'est une honte de laisser fermer ça, et j'en appelle au gouvernement socialiste, il doit agir dès que possible. C'est une demande également du maire de Toulouse, Pierre Cohen, qui demande même de légiférer sur les salariés qui sont licenciés Qu'ils le fassent. Par des entreprises bénéficiaires, pour être juste. Stéphane Beaumont, sur Sanofi. Moi, je crois qu'on a là un exemple des deux points de vue qui s'affrontent régulièrement pour toute entreprise, qu'elle soit en difficulté ou pas, en tout cas, qui licencie. Ouais, mais qui licencie dans un cadre local
Et il y a toujours d'abord les conséquences locales du licenciement avant d'avoir la logique du marché pour justifier la position d'entrepreneur. Alors moi je crois qu'on aura du mal à se mettre d'accord entre la vision du politique qui se met du côté des salariés pour ne pas perdre son électorat sans toutefois lui présenter des solutions, et la logique capitaliste. Ça, c'est la logique Rémi Vincent. Oui. Non, moi je me suis mis du côté de l'intérêt général. J'ai dit que les intérêts de la nation étaient en jeu. J'ai pas dit uniquement les intérêts des salariés et des politiques. J'ai dit l'intérêt général. Oui, non, c'est mais différent. Moi, je dis pas que tu es tort de dire l'intérêt général. Je veux dire que aujourd'hui, l'intérêt général cher à Jean-Jacques Rousseau. Du temps de Jean-Jacques Rousseau, il n'y avait pas de multinationales. Du temps de Jean-Jacques Rousseau, il n'y avait pas les conséquences capitalistiques qu'on connaît aujourd'hui. Du temps de Jean-Jacques Rousseau, les multinationales ne l'emportaient pas sur les gouvernements nationaux. Donc l'intérêt général, ça peut être également dans le combat auquel peut contribuer l'entreprise. Ça peut être également de licencier pour permettre de ne pas licencier non plus dans d'autres établissements dans le même pays. Donc moi je comprends la logique idéologique et de notre ami Aubin et de notre ami Vincent. C'est deux logiques qui s'affrontent et deux logiques qu'on ne mettra jamais en concordance. Moi, ce que je crois difficile Attendez aujourd'hui... Stéphane. S'y ajoute le fait que le gouvernement a inventé un ministère du redressement productif et qu'aujourd'hui, un ministre, par rapport à un chef d'entreprise, il n'a pas les moyens, puisque le président de la République ne le veut pas, de nationaliser, ce qui serait la seule manière de donner raison à l'intérêt général. Aujourd'hui, il n'est pas question de nationalisation. C'est le grand thème cher à Stéphane Beaumont, qui est l'illusion du pouvoir. Là, nous sommes dans l'illusion du pouvoir. Je reviens à ce que disait M. Aubin tout à l'heure. Il a raison dans son raisonnement, et ça montre bien les limites du politique et l'illusion du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de lutter contre les multinationales et la financiarisation de la mondialisation. Ce qu'on appelle la servitude volontaire au marché. On se donne l'illusion, on se met des menottes en plastique, et après on dit qu'on ne peut pas. Alors, est-ce qu'il faut, Patrick Aubin, légiférer, alors je sais que vous allez me dire non, est-ce qu'il faut légiférer sur le fait que des entreprises puissent licencier en situation de bénéfice ? Alors, je vais juste revenir sur... Répondez à la question. Oui, je vais répondre. Je ne vais pas faire comme les politiques, je vais répondre. Mais avant, je vais juste revenir sur le point de l'intérêt général. L'intérêt général, ça n'existe pas. L'intérêt général, en fait, c'est que la somme des intérêts particuliers des uns et des autres. Il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas de définition d'intérêt général. Le seul intérêt général qu'il y a, c'est de produire des richesses. C'est tout. Donc d'avoir des entreprises, effectivement, qui produisent des richesses. Et toutes les entreprises n'ont que des intérêts particuliers. Et ensuite, les salariés à l'intérieur de ces entreprises ont aussi des intérêts particuliers. Donc, il n'y a pas d'intérêt général. L'intérêt général, ça n'existe pas. Je suis pas sûr que Rémi Vincent ait la même définition de l'intérêt général. Et donc, après sur la partie légiférer, donc, c'est-à-dire interdire les licenciements, c'est une aberration. Si on interdit les licenciements, on va interdire les embauches. On va protéger quoi ? Que les salariés qui sont déjà en place sur leur poste. On n'a pas une vision, en fait. La vision de l'économie, ce n'est pas quelque chose de figé. Tout est évolutif en permanence. Donc pourquoi on n'interdirait pas à des entreprises de licencier pour mieux préparer l'avenir ? Puisque de toute façon, tout est évolutif. Alors, et l'économie, c'est évolutif. Sur le fait de légiférer, Patrick. Et bien donc, légiférer, c'est une absurdité. Légiférer sur l'interdiction ou interdire les licenciements, c'est une absurdité la plus totale. On ne pourra pas. Donc ça veut dire, on légifère pour les licenciements, et donc il n'y aura plus d'embauche en France. C'est tout. Rémi, il faut légiférer ? Non, mais bien sûr, l'intérêt général existe, notamment avec ce qui est apparu dans les dernières décennies, qui s'appelle la catastrophe écologique. Et rien que ça, c'est l'intérêt général. La République, et vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, monsieur, la République, c'est l'intérêt général. Et ajouter tous les intérêts privés, et en général, les intérêts privés des plus forts sont ceux qui s'imposent dans une société, ça ne fait pas l'intérêt général. Il faut légiférer, évidemment, et c'est pas une mesure gauchiste que de dire ça. L'intérêt de la patrie, l'intérêt de la nation et l'intérêt de ses salariés est en jeu. Ils ont créé un ministère du redressement productif, comme vous le disiez.
Monsieur Montebourg, que fait-il? Pendant les primaires, il s'est fait le chantre de la démondialisation et de la lutte contre le libre-échange. Il était plutôt proche de ce que vous disiez à l'époque. Oui, lui était proche de nous. Nous, non, mais lui était proche de nous. Et d'ailleurs, s'il fait un tel score aux primaires, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ensuite voté pour Jean-Luc Mélenchon qui avaient voté pour lui aux primaires. Monsieur Montebourg, qui se disait tellement opposé au libre-échange et à la mondialisation, c'est maintenant de le montrer. Monsieur Hollande, ça ne coûte 0 €. Au Sénat, l'an dernier, le Sénat, qui était à majorité de gauche un an avant l'Assemblée nationale, a déjà voté cette loi. Elle est prête, on l'a dans les cartons. Vous le mettez à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dans 3 jours, les licenciements boursiers sont interdits. Je précise bien les licenciements boursiers. C'est-à-dire que quand une entreprise fait des bénéfices et n'a aucune raison autre que sa cupidité et la profitabilité de délocaliser, l'État doit intervenir et interdire cela. Stéphane, est-ce qu'il faut légiférer pour vous? À mon avis, on peut très bien légiférer dans le cadre de l'État-nation, mais cette législation aura immédiatement ses limites. Et ces limites sont celles qui sont définies par M. Aubin, à savoir... Oh là là, Stéphane Beaumont qui est d'accord avec Patrick Aubin. Alors là, mais on peut être d'accord sur des sujets, c'est pas aberrant. À savoir l'autonomie des multinationales dans leur prise de décision et le fait qu'ils ne tiennent pas du tout compte des conséquences sociales à l'intérieur d'un État-nation. Les États-nations sont des puzzles dans le jeu du capitalisme mondial. Quand je vois ce qui se passe dans des pays hier marxistes, comme la Chine, comme l'URSS, et qui aujourd'hui sont les pays où le capitalisme sauvage s'arrange bien encore des fragments de marxisme restants. Donc, et puis il ne faut pas oublier, notre ami Vincent parle de l'intérêt général comme si on était encore dans un État-nation sans Europe et sans monde. Mais la France, on le voit dans la discussion de la règle d'or, dans la discussion du prochain traité européen, on voit bien que l'Europe est une confédération d'États-nations, n'est pas encore une fédération d'États-nations. Le jour où ça sera une fédération, on pourra encore moins agir et il y aura encore moins de lois. Aujourd'hui, on ne peut faire des lois que si elles sont conformes à la norme européenne. Donc l'intérêt général, oui, d'accord. Général, il n'est pas. Sauf que Stéphane, c'est pas l'enthousiasme. Moi j'ai un. Non mais sauf que Stéphane, l'enthousiasme mélenchonesque qui fait toujours se demander si le front de gauche il y reste quelques communistes marxistes ou si le front de gauche, il n'y reste que des mélenchonistes hugoliens. Non mais sauf que Stéphane, il y a des logiques qui s'affrontent et le projet porté par Jean-Luc Mélenchon, c'est de remettre tout en question. Alors que là, vous faites un exposé qui est pragmatique, Stéphane. Vous partez de la situation actuelle. Ben oui, bien sûr. Moi, alors, je vais pas partir Enfin, l'intérêt général Rousseau, c'était la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Même ça n'est plus vrai aujourd'hui. La loi est l'expression de la volonté générale dans le respect de la Constitution. Monsieur le professeur, donc, si je peux... Non, mais je voulais simplement te dire que moi j'aime bien ton raisonnement, mais j'entends bien, c'est du folklore idéologique. Et j'ai une réponse sur ça. Nous déplorons avec le Front de gauche, et en particulier le Parti de gauche, nous déplorons la perte de souveraineté et de l'État-nation français et du peuple français. D'accord. Et nous sommes pour une reconstruction européenne qui, aujourd'hui... Les États sont les colonies. Tu n'es pas fédéraliste. Non, nous ne sommes pas fédéralistes. Aujourd'hui, les États sont les colonies de la Commission européenne. Et l'Europe est un marché comme un autre. Et ça nous pose un gros souci. Tout le monde crie vite le fédéralisme, mais personne ne le fait pour l'instant. Mais nous ne sommes pas pour la construction actuelle du fédéralisme européen. Et nous pensons que l'État-nation, incarné par son gouvernement qui incarne l'intérêt général, doit pouvoir dire oui ou non dans l'économie face à des choix de capitalistes qui ont uniquement des intérêts privés. Et quand M. Aubin nous dit que l'intérêt général est la somme des intérêts privés, c'est pas vrai. Il prêche uniquement pour sa paroisse et son seul intérêt en tant que chef d'entreprise, son intérêt de classe, c'est que l'État ne s'immisce pas dans ses affaires économiques. Bah alors, messieurs, moi je voudrais reconnaître à M. Aubin et engager nos auditrices et nos auditeurs à lire ce qui inspire M. Aubin, qui est un très beau texte de Mandeville, qui a été écrit au XVIIIe et qui s'appelle La fable des abeilles, où il est dit que l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers. On voit le rôle qui joue... Ça, c'est la tradition anglo-saxonne. La tradition républicaine française, c'est que l'intérêt général annihile les intérêts privés. La tradition républicaine française, elle est née de l'action d'une minorité qui ont voulu faire passer l'intérêt général comme élément essentiel du dogme républicain. Alors messieurs, ça a marché. Messieurs, on va passer au sujet suivant. Alors Patrick, vraiment deux secondes. Juste deux secondes. La souveraineté d'un État ou d'un système n'existe pas. Là aussi, c'est de l'affabulation la plus totale de vouloir
en fait, mettent les individus là-dedans. La seule souveraineté que je connaisse, moi, c'est celle de l'individu et sa liberté, et donc les droits de l'homme. Allez, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. On le sait. Excusez-moi Thomas, ça n'est pas contradictoire. Je ne suis pas pour l'aliénation des individualités. Si, avec le système l'individu peut être souverain dans un État souverain où le peuple est souverain au sein d'une fédération ou d'une alliance de pays qui sont chacun souverains. Rémi, Patrick, on passe au sujet suivant. Les municipales à Toulouse. Alors voilà qui est intéressant. Les municipales, c'est dans 18 mois. Alors finalement, ça arrive assez vite puisqu'on enlève tout ce qui est vacances scolaires, etc. Si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le journal toulousain la dernière quinzaine, très bon journal. Excellent. Merci monsieur Stéphane Beaumont. Jean-Luc Moudenc expliquait dans une interview exclusive qu'il serait du rendez-vous de 2014. Et cette semaine, c'est Pierre Cohen qui dit qu'il sera normalement candidat en 2014. Donc ça veut dire qu'on a eu 2 candidatures coup sur coup. C'est un coup d'accélérateur, Stéphane Beaumont, à la campagne municipale. Oui, il fallait que ce coup d'accélérateur fût un jour donné. Ça y est, on est en campagne. On est en campagne avec d'un côté un ancien maire pendant 4 ans, Jean-Luc Moudenc, qui a réussi à devenir député alors que même certains de ses amis lui promettaient une défaite. Et qu'à l'aune de la position de certains radicaux de gauche, il a pu engranger des voix qu'il n'attendait peut-être pas. Donc il a créé la surprise. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le portrait que vous avez dressé de Jean-Luc Moudenc dans le journal toulousain, c'est que vous dites que souvent il est là où on ne l'attend pas. Il est là où on ne l'attend pas, il est capable de surprises. Il en est de même d'ailleurs de Cohen, qui n'a pas une conception flamboyante ni utilitaire de la communication, même s'il commence à s'y mettre, et qui travaille comme une fourmi, avec méticulosité, avec rigueur. C'est ce qui d'ailleurs les fait se ressembler, les deux. Ils laissent pas les dossiers de côté, ils sont des hommes de terrain, des hommes de dossier. Et le problème que va rencontrer le maire sortant, c'est la situation nationale. Généralement, les municipales, après une présidentielle, sont la première élection sanction contre le pouvoir en place. Et c'est les élus locaux qui payent pour le gouvernement national. Et j'ai l'impression qu'on va assister à ça également. Mais d'un autre côté, est-ce que l'électorat, qui a beaucoup changé, 12 000 nouveaux arrivants par an depuis 10 ans, est-ce que cet électorat, qui n'a pas la culture politique traditionnelle toulousaine, est-ce que cet électorat va voter en fonction de thèmes locaux? Oui, c'est-à-dire que Dominique Baudis, ils ne savent pas qui c'est. Oui, ça a l'air extraordinaire, mais ils ne savent plus qui c'est, ni Douste Blazy. On connaît à la rigueur Cohen et Moudenc. D'ailleurs, Moudenc connaît ce problème, puisqu'il met maintenant, quand il signe un papier, député de Toulouse, ancien maire de Toulouse, telle année. 2004-2008, Rémi Vincent, ces municipales à Toulouse, elles sont parties? Oui, personne ne se faisait doute sur la candidature de Pierre Cohen et de Jean-Luc Moudenc. Moudenc, les législatives, c'était la première marche vers les municipales. Moi, ce qui m'intéresse, surtout la prochaine échéance pour nous, c'est les européennes qui ont un vrai caractère national. Les municipales, il y aura évidemment des enjeux nationaux, surtout dans les grandes villes de France, dont Toulouse en fait partie. Et nous, pour le Front de Gauche, apparemment, ça intéresse moins les journalistes et les débatteurs toulousains. Mais ça y est, il nous met un carton jaune, Rémi. Non, mais c'est vrai que quand on a préparé ce débat ensemble, vous m'avez parlé d'une peut-être potentielle deuxième liste à droite, mais pas de potentielle deuxième liste à gauche. On va en parler. Il faut savoir qu'avant que le Front de Gauche existe, donc aux dernières municipales, évidemment, il y avait la gauche plurielle et la majorité actuelle est composée des Verts, du PCF, des Radicaux et du PS. Pour 2014, ce sera différent. Il y aura une liste autonome du Front de Gauche. Donc c'est quelque chose. C'est sûr ça ? Oui, c'est certain. Ce sera quelque chose avec lequel Pierre Cohen devra traiter. Les modalités ne sont pas faites. Les négociations officielles ne sont pas faites. La répartition et la composition de la liste n'est évidemment pas faite, ni la rédaction du projet. Mais ce serait idiot et imbécile pour nous qui avons construit ce formidable outil qu'est le Front de Gauche, qui a fait 11% au niveau national, 4 millions de voix. 16% à Toulouse. Et à Toulouse, 16%. Donc avec entre 15 et 20%, on va dire, aujourd'hui. Quel est le Mélenchon de Toulouse ? Ça n'a pas été décidé. Ce sera une liste. Rémi Vincent. Ce sera une liste collective et unitaire sur un projet de rupture, même si on ne dresse pas un tableau noir de l'action de la majorité. D'ailleurs, nos élus du Front de Gauche sont dans la majorité de Pierre Cohen et ils font un travail, notamment en termes de culture, qui est remarquable. Mais il y aura une deuxième liste à gauche. Au moins, il y aura celle du Front de Gauche en 2014, c'est certain. Patrick Aubin. Je voulais demander à notre ami ce qui reste, ou à notre camarade, ce qui reste de marxiste dans le Front de Gauche. Le matérialisme historique.
Oui, mais les lecteurs toulousains, ils s'en foutent complètement du si vous voulez matérialisme historique. Si vous voulez qu'on parle de marxisme aux élections municipales, ça va être compliqué de trouver les points Non, d'intérêt. mais moi je continue à m'interroger Non, messieurs, sur vous vous qu'est-ce que égarez. c'est que le front de gauche. Qu'est-ce que c'est que le front de gauche et qu'est-ce que le front de gauche peut apporter à Toulouse par rapport à la gauche au pouvoir. Stéphane Beaumont, le sujet est intéressant, mais nous traitons là de l'actualité locale. Alors nous referons un débat. C'est une inquiétude qui me réveille la nuit. Ah. On pourra faire une deuxième émission sur le marxisme. Oui, Patrick, moi, ça va, je dors par rapport à ça. Est-ce que les municipales à Toulouse, c'est parti pour vous? Non, moi, ça m'inquiète pas du tout. Ça vous je empêche dors pas très de bien. dormir? Non, ça m'empêche pas de dormir, les municipales à Toulouse, parce que bon, les enjeux, je pense pas que ça soit à ce niveau-là. Bon, Moudin, Cohen, ce sont des hommes de pouvoir. Ils se sont déclarés, ils ont dit que ce serait eux et qui représenteraient d'un côté sûrement l'UMP et de l'autre côté le PS, les deux partis effectivement qui aujourd'hui dominent la politique française. Mais je crois que c'est pas véritablement ça l'enjeu. L'enjeu, bon, il est au niveau les municipales. On parle des municipales, mais il va y avoir aussi l'intercommunalité. L'enjeu, véritablement... N'oublions pas que le maire de Toulouse devient de fait après le président de Toulouse Métropole. Oui, donc l'enjeu, c'est de savoir, puisque là, apparemment, la gauche a abandonné la réforme des collectivités territoriales, c'est de savoir... Non, la question de la décentralisation et des collectivités territoriales est en discussion en ce moment via des états généraux. Non, mais celle qui avait été Sénat, faite... celle qui avait été faite... Parce qu'ils ont remis en question ce qu'on a appelé le conseiller territorial. C'est dire comment on fait effectivement des collectivités territoriales qui sont efficaces pour permettre de créer des richesses. Donc si M. Moudin et M. Cohen se trouvent... C'est pas le but des collectivités territoriales de créer des richesses. Attendez, où ils mettent les conditions ils mettent les conditions éventuellement en place. C'est vrai que c'est pas eux, d'ailleurs si c'était eux, ils n'auraient pas besoin des impôts pour créer des richesses. Donc M. Moudin... Oui, sauf que ce que l'État ne transfère plus, bien... Les impôts locaux le donnent. Oui, alors justement, si M. Moudin et M. Cohen se croient si utiles à la société, je pense qu'ils devraient créer des entreprises pour permettre de créer des emplois et donc des richesses derrière. Alors, c'est pas vraiment dans la législation concernant les communes et... Non, mais peut-être. Monsieur Aubin veut faire des communes et des intercommunalités, des entreprises comme les autres, on l'a bien compris, en réduisant leurs ressources, donc en réduisant la pression fiscale, pour leur permettre d'être compétitives et de... Bah oui, parce que c'est ce qui se passe au niveau européen, de toute façon. C'est que nous avons en ce moment bientôt des états généraux des collectivités territoriales, que l'État, pour économiser et rentrer dans le cadre de ces 0,5% du PIB et de la fameuse règle des 3%, que l'État va réduire ses dotations de 1,5 milliard d'euros. Or, si l'État réduit ses dotations, c'est autant de transferts qui ne sont pas effectués. Et si ces transferts-là ne sont pas effectués, c'est le nœud coulant autour des collectivités territoriales et c'est la crise des collectivités territoriales. Et c'est dans ce climat de crise que vont se jouer les municipales. Stéphane, y a une rumeur qui court dans Toulouse, Rémi en a fait allusion tout à l'heure, d'une deuxième liste à droite. Alors on parle de François Chollet, on parle de Christine de Vérac, un peu de René Bouscatel. Est-ce que réellement il faut prendre cette rumeur au sérieux ? Oui, toutes les rumeurs sont à prendre au sérieux, c'est un principe de base dans la vie politique, et seule la réalité... Il n'y a pas de fumée sans feu. Seule la réalité peut les démentir. Or actuellement, comme d'ailleurs dans toutes les grandes villes, il y a toujours le syndrome Isdogoud qui se manifeste, c'est-à-dire d'être calife à la place du calife, et quelquefois il faut y passer par une ou plusieurs listes, qui a été le cas à Toulouse. Et je crois que... Alors Beaumont, des fois, il nous cite Montesquieu, Rousseau, puis là, c'est Isdogoud. Oui, pourquoi pas. Toute citation est valable. Et moi, j'ai été assez étonné. L'interview excellente, vous donnez toujours des excellentes questions aux débatteurs, a été posée à Jean-Luc Moudin sur est-ce qu'il accepterait ces deux listes. Et il a été très, très cinglant dans sa réponse en disant « Je n'accepterai pas, il n'y aura pas de fusion ». Et je ne bougerai pas d'un iota. À mon avis, c'est la meilleure manière pour susciter une deuxième liste. Peut-être même une troisième. Parce que imaginez la situation, il y a la gauche plurielle et la droite plurielle. Vous avez une liste UMP, vous avez une liste UDI, le nouveau parti de Borloo, vous avez une liste Front National, ça en fait trois à droite et à l'extrême droite. À ce moment-là, il est évident que s'il y a encore deux listes au deuxième tour, la gauche va l'emporter aisément. Donc il faudra bien se mettre d'accord, et c'est la raison pour laquelle je suis étonné que le sens politique, mais peut-être qu'il était déconcentré par votre question,
que Jean-Luc Moudenc ait chassé immédiatement, impérativement, avec force et avec trop de force, sans nuance, la question de la fusion. Surtout qu'il n'est pas en plus un sortant. Il est en l'occurrence un rentrant. Très bien, messieurs, pour cette partie locale, on se retrouve juste après une petite pause sur la Web TV du Journal Toulousain et sur Radio Axe Sud. Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain et sur les antennes de Radio Axe Sud. On reprend notre discussion avec nos 3 chroniqueurs, Patrick Aubin, Stéphane Beaumont, Rémi Vincent. Cette fois-ci, on va traiter de l'actu nationale. Alors, la gauche plurielle, version Hollande, est en train d'exploser sur les histoires de traités européens, sur les histoires de gaz de schiste. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane Beaumont? Expliquez-nous. C'est tout à fait logique qu'une addition de différentes écoles de pensée au sein du PS qui a été oubliée ou cimentée par le biais de l'élection du président de la République au suffrage universel direct explose une fois que le président est au pouvoir et qu'il a fait des choix qui sont peut-être pas parmi les meilleurs choix. À mon avis, il n'a pas choisi le bon Premier ministre. Et il avait le choix entre Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Il a choisi la tranquillité, une fausse sérénité avec Jean-Marc Ayrault qui n'arrive pas à s'imaginer Premier ministre, on l'a vu encore hier soir, et qui a le plus grand mal à introduire un zeste de charisme dans ses propos trop ultra classique. Alors, et je lui prédis un destin malheureusement à la Édith Cresson. Il ne restera pas très très longtemps. Alors, non mais Stéphane Beaumont, les écologistes, qu'est-ce qui va se passer avec les écologistes à partir de maintenant? Les écologistes, on est en France, la 4e République n'est pas morte, et donc on assiste aujourd'hui à un cas de figure intéressant où un parti qui n'est pas d'accord avec le gouvernement sur des fondamentaux laisse ses ministres au pouvoir après que l'un de ses ministres se soit fait porter pâle au Congrès qui a pris la décision. Donc ça ne peut pas durer très longtemps, on recule pour moins bien sauter, et il y aura un clash assez rapidement où les écologistes partiront. Et d'ailleurs, quand on sait ce qu'ils représentent, c'est pas peut-être un drame total pour le PS, puisque Eva Joly a fait 1,3 ou 4 points au présidentiel, et que des gens comme Placé ont réussi le plus grand hold-up du siècle de la 5e République, en ayant 60 circonscriptions, et grâce au PS, ont réussi à avoir 20 députés. Donc ce sont des députés dont le sort est entre les mains des socialistes. Rémi, si je comprends bien, votre parti, le parti de gauche, a fait le bon choix en ne voulant pas participer au gouvernement. Ah, mais de toute façon, on s'est pas posé la question. Ah si, elle s'est posée. Oui. Au PC, elle s'est posée. Vous pouvez pas dire... Pas longtemps. La participation était évidemment soumise à certaines conditions qui n'étaient pas du tout remplies par le programme socialiste, notamment le passage à la 6e République, la rupture avec les traités européens et la sortie de l'OTAN et d'autres axes fondateurs pour nous. Non, je pense que le gouvernement est pétrifié. Il pensait que virer Sarkozy, ça allait suffire pour faire le changement, pour être tranquille pendant au moins 2-3 ans et voir passer la crise et faire les réformes nécessaires. Je pense que Hollande et comme dit M. Beaumont, a fortiori et Ayrault sont pétrifiés par ce qui leur arrive. Ils ne s'attendaient pas à ces plans sociaux, ils ne s'attendaient pas à ces attaques des marchés et ils ne savent pas quoi faire, ils tiennent par la peinture. C'est une coalition qui n'a aucun sens, aucun corps politique. Les écologistes sont dans un gouvernement plutôt social-libéral et libre-échangiste, alors que l'écologie, c'est justement l'inverse du libre-échange. Sur les gaz de schiste et sur le nucléaire, les positions de Hollande ont toujours été... Patrick Aubin qui est d'accord avec vous, Rémi, je le vois d'ici. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord. Sur les positions, sur les gaz de schiste et le nucléaire, les écolos savaient depuis le début que les positions du Parti socialiste étaient à l'encontre de ce que eux voulaient. Et ils ont été pris par un réflexe de survie politique, c'est-à-dire que pour que survive l'écologie politique selon eux, il fallait absolument avoir tant de députés et tant de ministres. Et moi, je réaffirme que le Front de gauche, avec son axe fort qui était la planification écologique, qui passait notamment par la sortie des traités européens et par casser le libre-échange mondialisé, était le seul programme écologique valable. Et je maintiens que le Parti de gauche et le Front de gauche est la seule formation politique aujourd'hui écologique qui est à la fois en mesure de gouverner, qui sait comment faire, qui peut gouverner dans les prochaines années parce qu'on pèse entre 10 et 15% du corps électoral et qui ne se fourvoie pas dans du libre-échange qui est contraire aux règles écologiques. Je vois que Patrick Aubin est tout sourire avec les propos de Rémi. Mais quand on entend de telle chose, c'est la lutte des classes, Thomas, il n'y a rien de nouveau, ça fait des siècles que ça existe. La lutte des classes, il n'y a pas de lutte des classes. Si. Dire que la société actuelle fonctionne dans le libre-échange et tout ça, il n'y a pas un gouvernement au monde qui est libéral.
tous les gouvernements, au mieux, sont sociaux-démocrates. Il n'y a pas un gouvernement libéral. Ensuite, le capitalisme que nous avons, c'est un capitalisme essentiellement de connivence. On parlait de Sanofi tout à l'heure. Sanofi, par exemple. Oui, Patrick, on peut dire qu'il n'y a pas de gouvernement libéraux, ok, mais il n'y a pas de gouvernement qui applique la politique prônée par Rémi. Ah non, mais celle-là, elle a disparu, celle-là. C'est cette forme de société où une nomenclatura décide pour tout le monde, elle a totalement disparu. Donc là, Monsieur Mélenchon décide pour tout le monde. Non, mais la nomenclatura s'appelle ENA aujourd'hui. Oui, il y en a toujours. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réalité. Mais je dirais celle d'un gouvernement dirigiste qui règle la vie de tout le monde. C'est fini, ça. C'est fini. C'est terminé. Ça a disparu. Il y a faites preuve de légèreté, de caricature effrayante. Là où Rémi a tort, c'est la liberté depuis des siècles. On peut parler aujourd'hui de libre-échange. On n'est plus. Je n'ai pas dit total, j'ai dit que c'était un libre-échange et protectionnisme. Ah, bah si, on y est. Keynes est passé par là. On demande aujourd'hui à Hollande d'être un Roosevelt, de faire intervenir l'État, de rendre son rôle à l'État, de rendre tout son rôle à l'État. Au contraire. Et aujourd'hui, le libre-échange. Mais monsieur Beaumont, s'il n'y avait pas de libre-échange, on ne serait pas menacé par les Américains et les Chinois au niveau économique. C'est le problème. Nos entreprises ne seraient pas menacées de délocalisation et d'externalisation s'il n'y avait pas de libre-échange. Aujourd'hui, qui est-ce qui nous mange? Alors, je ne dis pas par rapport au rêve de monsieur Aubin, le libre-échange n'est pas total par rapport à ces fantasmes les plus fous. Il reste encore du travail à faire. Mais la société est plutôt libre-échangiste que protectionniste, vous en conviendrez. Non. Alors, la société, elle n'est pas libre. Elle est étatique. Comment vous expliquez que tous les États-providence. Messieurs, voilà, s'entende. Oui, tout à fait. On va repartir. L'État, aujourd'hui, l'État français, si on parle de l'État français, il prend pratiquement les 60% de la richesse, 56, avec toutes les dépenses qu'il a, c'est 56-60%, suivant le déficit, comment on le prend. Donc, on ne peut pas appeler ça un État libéral. Je ne vous parle pas de redistribution, je vous parle de libre-échange, notamment des capitaux. Attendez, il ne reste plus que 40%. Non, comment vous expliquez que les capitaux au niveau du monde s'échangent en quelques nanosecondes? On s'évade du sujet principal qui était de faire un constat sur la gauche plurielle qui est actuellement au pouvoir en France. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que les Verts vont rester au gouvernement? Justement, ce débat est quand même relativement intéressant parce qu'il montre les limites de la social-démocratie. C'est-à-dire, on s'est tellement endetté cette dernière génération, là, depuis 73 à 81, 88, 95. On s'est tellement endetté au fur et à mesure qu'aujourd'hui, l'État qui prend dans la poche du citoyen est incapable maintenant d'aller plus loin. Le citoyen, quel qu'il soit, ceux qui sont riches, ceux qui sont riches, ils quittent la France. C'est pas une punition les impôts, monsieur Aubin. C'est pas une punition, vous savez. Mais si, c'est une punition les impôts. Des écoles et des routes. Mais non, mais c'est de la coercition. C'est de la coercition l'impôt. Il y a un niveau de pression fiscale acceptable et il y a un seuil inacceptable. On n'a jamais atteint le seuil inacceptable. On est dans le seuil inacceptable aujourd'hui. On est dans le seuil inacceptable. D'accord, sauf que Patrick, on peut pas taxer les écologistes de sociaux-démocrates. C'est justement un peu la c'est du terrorisme. Avec Daniel Cohn-Bendit. Les écologistes, c'est du terrorisme et de la dictature. C'est pas autre chose. Ah, ça c'est Rémi. C'est pas autre chose. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que l'écologie politique? L'écologie politique, c'est prendre la mesure que les activités humaines sont trop importantes par rapport à ce que l'écosystème peut supporter. C'est uniquement ça. Ce qui peut être totalitaire, c'est la façon de mettre en place une transition écologique. Mais le principe de l'écologie politique... Vous voulez aller dans quoi? Vous voulez tuer du monde, là? On est 6 milliards. Vous voulez les réduire à combien? Mais ça n'a rien à voir. Il y a des notions de décroissance qui peuvent se faire de façon douce. Décroissance, ça veut dire on fusille les gens. Et casser le libre-échange, et casser les rapports, et casser les échanges d'un bout à l'autre du monde alors qu'on pourrait produire chez nous. Ça économisera de l'énergie et ça réduira la pression anthropologique sur l'écosystème. Mais vous êtes un idéologue. Et vous, monsieur, avec votre libre-échange fanatique... Moi, c'est les individus. Je me base sur les individus. Non, vous êtes et l'organisation des individus. Vous êtes cupide et vous avez adopté une idéologie politique moins cupide que vous, qui satisfait votre cupidité, qui est le libre-échange et le libéralisme économique. Stéphane, je ne veux pas m'interroger sur le degré de cupidité de l'un ou de l'autre. Si le front de gauche est cupide, c'est une nouvelle idéologie. Je voudrais simplement dire que les Français ont... Mais vous pensez qu'à l'argent. Les Français ont donné par le score qu'a fait Eva Joly leur intérêt pour ce type d'écologie-là. Que deuxième point, quand Cohn-Bendit s'était présenté aux élections européennes et qu'il avait fait 13 ou 14 points, il avait montré quel était le bon visage de l'écologie, qui n'est pas une écologie absolue, une sorte de stalinisme. Oui, mais Stéphane, là tu parles de l'écologie social-démocrate.
Oui, oui, mais, Oui, mais Parce que Daniel Cohn-Bendit, c'est ce qu'il incarne. Oui, mais aujourd'hui. il est allemand. Je crois que... Il est finalement politique allemand. Il n'est pas politique français. Non, ça n'a rien à voir. Il est politique européen. Les écologistes français sont des dictateurs, des terroristes. Français, il est franco-allemand. Il y a juste un point que je voudrais préciser, Thomas. Je pense que mes deux co-débatteurs ne prennent pas l'ampleur de la catastrophe écologique qui arrive. Le niveau de fonte de la banquise et de toutes les... n'a jamais été aussi grave. En pompant Hugo qui va nous le réduire. On ne pompe rien du tout. On a mis en place rationnellement. Si vous aviez fait au moins preuve d'ouverture en lisant le programme que j'ai défendu pour le présidentiel, avant de m'attaquer sur ça. Le programme de planification écologique du Front de gauche est quelque chose de très sensé. Qu'est-ce que ça veut dire la planification écologique ? C'est bifurquer d'un modèle de société et d'économie qui n'est pas supportable par la planète pour en atteindre un autre, c'est-à-dire en réduisant les échanges internationaux. C'est un discours militant, mais ça veut rien dire. Il faut relocaliser l'économie et supprimer les échanges. Relocaliser, donc on va relocaliser la banquise qu'ils font pour la réaccrocher. Ne vous caricaturez-vous pas vous-même. Non, c'est pas la caricature. C'est vrai, tu peux pas ne pas dire que c'est pas un discours militant que tu as. Mais je suis militant, je vais pas enlever le discours militant. Mais aussi des gens qui sont pas militants, il y a des gens experts qui en parlent comme ça. Gauche, messieurs, qu'est-ce que tu fais pour éviter la fonte des glaces au pôle et qu'est-ce que tu fais pour limiter la pollution sur la planète ? Il faut réduire les gaz à effet de serre et l'activité humaine et la production et la pollution industrielle. Là, on dérape et on va reprendre le débat là où il était. C'est quand même sur la gauche plurielle. Avec des qui se détachent, c'est normal qu'on dérape. Rémi, le Front de gauche va avoir quel rôle dans ce qui va se passer dans la gauche française dans les mois à venir, puisqu'on voit bien que la situation est en train de se tendre entre le PS et les Verts. Le Front de gauche, on l'a dit tout à l'heure, a refusé de participer au gouvernement. Demain, quel va être votre rôle sur la scène politique ? Mais regardez par exemple en Grèce, on est passé à 2 doigts à ce que la coalition de Tsipras passe. Ça s'est joué à très très peu. En un an, ils sont passés de 4% à plus de 25%. Nous faisons le pari que ce gouvernement-là va s'écrouler dans peu de temps. Nous n'excluons pas d'être candidat aux prochaines législatives anticipées pour que le Front de gauche prenne le gouvernement en France. Plus sérieusement et un peu plus réalistement, on pèse déjà beaucoup par rapport aux élections qu'on a fait et on sent une dynamique qui va dans notre sens. Parce que les analyses actuelles du Parti socialiste que je qualifierais de populiste. Et si les électeurs, Rémi, préféraient Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, c'est possible ? C'est le danger. On a toujours dit qu'en temps de crise majeure et en temps de crise si grave que nous faisons le pari qui va arriver, ce sera soit eux, soit nous. Nous en sommes persuadés. Alors Marine Le Pen court devant nous, mais nous courons plus vite et nous pensons qu'il faut la rattraper parce que tout ce vote qui a été déçu... C'est les deux volets d'un même populisme. Qui ne croient plus à la droite et qui ne croient plus aux gouvernements sociaux-libéraux vont se tourner vers les personnes qui proposent un changement radical de société. Malheureusement, en face de nous, c'est les fachos et nous faisons le pari que ce sera un jour eux ou nous. Alors Patrick, si on part du constat aujourd'hui que le PS, pas plus que l'UMP avant, ne peut résoudre la crise que nous traversons, qui va pouvoir nous aider à sortir de tout ça, Patrick ? Les libéraux. Les libéraux. Nous allons dans le mur, accélérer et klaxonner, quoi. Pas du tout, ça n'a jamais été. Si on refait de l'histoire du 19e siècle, j'allais montrer qu'on a vu qu'on en est dans le mur, quoi, à cette époque-là. Les libéraux donnaient naissance au marxisme, finalement. Marx est né contre les libéraux. Non, oui. Oula, alors là... Non, mais Monsieur Beaumont va il a pas tort, c'était l'opposé. Hein, donc à l'époque, il n'y avait pas d'autres. Et puis les étatistes sont arrivés, droite-gauche, sociaux-démocrates et autres. Mais bon, le libéralisme, il va passer les siècles et encore demain, quoi. Hein. Donc le fait de dire tout à l'heure que la banquise fond, etc. On n'a jamais fait. Les écologistes, je dis qu'ils font du terrorisme parce qu'ils donnent en fait des choses où pour eux, c'est l'activité humaine qui génère ça. Ils se sont jamais posé la question de savoir si finalement les cycles solaires et tout ça impactaient. À quel niveau ? Vous avez 5 ans de retard, monsieur. Il y a toutes les études scientifiques sérieuses qui ont dit que c'était l'activité anthropologique qui avait causé. Dans le débat, il n'y a aucune étude sérieuse. Je laisse il n'y a aucune étude sérieuse. Non, mais on conclut sur ça, messieurs. Je laisse le Front de gauche sur la banquise. Voilà. Et je voudrais dire 3 choses. La première chose, c'est que... Alors vite fait, aujourd'hui, comment ? Vite fait, Stéphane, les 3 choses. Il faudrait peut-être faire un rappel scientifique sur la vérité de l'empreinte anthropologique sur l'écosystème que vous niez, alors que tous les scientifiques les plus sérieux l'ont démontré, que c'est les gaz à émission, notamment les émissions de gaz à effet de serre, qui causent tous ces désordres-là. Mais François Hollande n'est pas le résultat des gaz à effet de serre. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était dans les siècles passés. Messieurs, on avance, Stéphane. Alors, les 3 points. 3 points. Premier point,
le Front de gauche comme le Front national, d'ailleurs c'est marrant, c'est à peu près les mêmes termes, sont les deux expressions extrémistes d'un même populisme. Premier point. Quel est le point commun entre Marine Le Pen et nous? Attendez, Citez-moi on va pas refaire le débat. Sur la peine de mort, sur l'immigration. Rémi. Quels sont les points communs? Exactement la même thématique. Vous avez pas Absolument les mêmes pas. Nous programmes, disons mais qu'il vous faut avez la même augmenter les thématique. salaires et qu'il faut empêcher de localisation. D'ailleurs, Et Marine Le Pen ne Mélenchon- propose absolument pas ça. Mélenchon Non, mais l'a bien n'insultez compris. pas un courant de pensée Bon, moi, j'en Stéphane, sais comme le pas. marxisme et le socialisme Stéphane, républicain deuxième point. en les comparant Non, à mais des il va vichistes et parler- des fascistes. C'est ça, ouais, mais Vous êtes un mais professeur de sciences le politiques. fascisme, On c'est les- empêcher les autres de parler. Mais Voilà. vous êtes C'est ce que professeur vous de faites, sciences là, c'est ce que politiques et vous vous faites. faites des caricatures Qu'est-ce que- grossières. Non, Stéphane, non, je suis pas Stéphane, on avance, deuxième donc, point. Donc, je répète, les deux faces, les deux visages d'un même populisme. Non, il n'y a rien en commun entre eux. Deuxième point, attends, laisse-moi terminer. Oui, mais D'un- vous d'un- argumentez pas. Comment Vous n'argumentez pas. Bon, Quel si, est le point commun entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Plus tu t'énerves, moins je m'énerve, moi. Et Quel est le point commun je entre te les laisse, je te laisse Quel est seul le sur point la commun banquise, entre les programmes de Jean-Luc sur la Mélenchon et de Marine Le banquise Pen? qui Stéphane, dérive donc depuis le le troisième point. Non, j'ai pas fait le deuxième. Ah, Le deuxième point, c'est qu'on arrive à un système qui ressemble à l'évolution du cartel des gauches de 1924 à 1926, dont le président du Conseil était Édouard Herriot. Et ce cartel des gauches n'a duré que 2 ans. Et ce quinquennat risque de ne durer que 2 ans. Le troisième point, François Hollande peut être tenté, à un moment donné, face à la crise, de faire une sorte de gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement d'union nationale, son problème, c'est que ça ne peut faire que ressurgir la face gauchiste du populisme, c'est-à-dire le mélenchonisme. C'est pas avec Victor Hugo que Mélenchon résoudra nos problèmes. alors, Non, je voudrais juste terminer sur Mélenchon. il nous reste quelques minutes, Il Stéphane, alors il faut y aller. est séduisant par la parole, il est inefficace par les actes. Est-ce que je peux prendre 1 minute pour défendre au moins mon honneur? Parce que j'ai été Mais provoqué en ton duel par honneur. M. Beaumont. Son honneur. Le programme du Front de gauche était un programme socialiste d'augmentation des salaires, de Socialiste d'augmentation des salaires, mais c'est un barbarisme. de retour à la souveraineté du peuple et à la démocratie dans l'entreprise. Marine Le Pen, c'est le contraire. Elle veut supprimer les syndicats, elle ne veut pas augmenter les salaires, et c'est la chaîne de garde du capitalisme. Eh bien, Alors, quand M. Beaumont, qui est professeur de sciences politiques, compare les deux extrêmes de la scène politique, je trouve ça bizarre. Alors, Ben, la moi, transition... Je rappellerai simplement à notre ami Rémi que Jacques Doriot, en 1937-1938, député maire communiste d'Aubervilliers, a changé tout d'un coup de parti, Et a alors créé le Parti populaire français, Et vous qui en est un faites- parti d'extrême Et droite. vous en faites une loi. Alors, eh attendez. bien, je dis que le On y mélenchonisme, va, là, c'est du Stéphane. doriotisme à l'envers. Stéphane, la transition est toute trouvée. Vous parliez de ce qui pouvait rapprocher le Front de gauche et le Front national. L'UMP et le Front national. Cette semaine, Jean-François Copé, Patrick, a parlé du racisme anti-blanc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, moi, pas grand-chose, parce que je connais qu'une seule race, c'est la race humaine. Le reste, je connais pas. Que l'on soit blanc, noir, et puis on peut avoir tout d'ailleurs. Je comprends pas ça. C'est ce genre de choses, je ne comprends pas. Est-ce une stratégie politique de sortir Oui, alors pleine en France, campagne, c'est vrai, on a des situations effectivement locales qui peuvent être assimilées à ça, mais il y a des exaspérations dans les banlieues, ça c'est une certitude. Mais l'exaspération, ça veut dire que l'État qui nous prend tant d'argent est incapable d'assumer ses fonctions régaliennes, donc, alors qu'il fait beaucoup d'autres choses, et toute la redistribution qui est faite et donc sur laquelle on vole les entreprises, on spolie toutes les entreprises, au lieu de créer des emplois, eh bien on arrive et on aboutit à ces situations où on accuse et on joue sur les peurs des gens. Donc d'un côté, le Front de gauche lui va jouer sur la peur des classes, et de l'autre côté, on joue sur la peur de l'autre, qui est différent, qui est effectivement blanc, black, n'importe quoi. Et donc, tout ça, ça se mélange, et ça finit par, effectivement, faire une explosion. Alors Stéphane, cette phrase de Jean-François Copé fait la une, notamment du Monde aujourd'hui. Elle intervient en pleine campagne interne de l'UMP pour la présidence du parti. Est-ce que c'est une stratégie claire de Jean-François Copé de durcir le ton sur cette campagne ? J'ai envie de dire, premièrement, que ça ressemble à la partie de la fusée Sarkozy qui n'a pas été utilisée pendant la fin de la campagne électorale. Là, vous Et parlez que de si- l'idéologie Buisson. L'idéologie Buisson, c'était le dernier étage de la fusée qui devait être utilisé. C'est Copé qui l'utilise dans le cadre d'un conflit, plutôt d'une campagne électorale contre l'ancien Premier ministre François Fillon.
qui lui est un gaulliste social, donc il ne peut pas emboucher ce genre de tempête. Le deuxième élément, c'est que ça s'inscrit... Ça veut dire que c'est une... On a dit depuis le début de la campagne qu'il y avait peu de choses, notamment sur le terrain économique et les différenciés. Là, on est sur une ligne de fracture claire. On est sur une ligne de fracture claire et sur le fait que les territoires de non-droit, les endroits où la République se décline de moins en moins, c'est également les banlieues. Et il y a effectivement des affrontements sur cette thématique-là où la logique, entre guillemets, hier de la colonisation se retourne contre les Blancs. Troisièmement, il y a une grande polémique en ce moment, à la suite des écrits de deux écrivains, considérés sûrement par le Front de gauche comme des fascistes, et qui sont les écrivains Renaud Camus, avec la déculturation, la décivilisation, le grand remplacement, et Richard Millet, qui vient de faire une éloge littéraire de Breivik, celui qui a assassiné 77 jeunes Norvégiens, et dont le thème est que la France aujourd'hui est dans une situation de grand chambardement, de grand remplacement, où les Blancs, les Européens, ne sont plus aux commandes, ne sont plus l'élite, et où la culture change radicalement. Et donc Copé essaye d'emboucher ce thème-là, également pour essayer de récupérer la frange FN de l'UMP. Ce qu'on appelle la droite populaire. Qu'on appelle la droite populaire. Il y a une droite populaire, il y a une droite sociale, il y a toujours des droites en France, comme disait René Raymond. Alors, on termine avec Rémi. Est-ce que c'est un dérapage de la part de Jean-François Copé ? Non, c'est pas un dérapage, c'est une stratégie claire et consciente qui est l'extrême droitisation de la droite, qui est effrayante, pas parce qu'on attendait le renouveau du pays et des peuples par la droite, mais parce que si un jour c'est eux aux responsabilités, ils vont mettre en application ce qu'ils ont piqué à l'extrême droite. Des racistes, il y en a dans tous les camps. Des imbéciles, il y en a toujours eu, qu'ils soient anti-blancs, anti-noirs, anti-arabes, que ce soit des sexistes qui sont contre la condition féminine, il y en a toujours eu également. Il ne faut pas en faire un fait politique de ces cas de racisme anti-blanc. Alors, est-ce que ça veut dire, Rémi, parce que Stéphane y faisait allusion, on connaît le passé séguiniste, donc humaniste de François Fillon, est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 UMP maintenant ? Il y aura des UMP quand l'UMP se sera scindé. Je pense qu'un parti où il y a plusieurs courants est quand même un parti qui partage la majorité des idées. Alors quand les sociaux de l'UMP, si on peut penser qu'il en existe, seront trop effarouchés, ils partiront. Mais pour l'instant, s'ils restent dans le même parti que Éric Ciotti et Hortefeux et Guéant, n'appelez pas ça des sociaux s'il vous plaît. Le problème avec l'UMP, c'est que le racisme les intéresse que quand ça touche les Blancs. On les entend moins parler du racisme anti-noir, du racisme anti-arabe et de la condition féminine dans ce pays et dans le monde qui est une horreur pour tous les républicains et les égalitaristes. L'UMP choisit ses victimes et choisit là en l'occurrence ses victimes qui sont quelques, parce que le racisme anti-blanc est beaucoup moins répandu que le racisme anti-noir et anti-arabe par exemple ou l'antisémitisme, mais ils ont choisi leur camp. Eh bien messieurs, je voudrais juste oui rappeler Stéphane, une chose, à la une d'aujourd'hui en France, aujourd'hui on a cette petite phrase de Bernadette Chirac que l'on soumet à la méditation de nos auditeurs. Les Français iront chercher Sarkozy. Intéressant pour le débat au sein de l'UMP. Messieurs, les chroniqueurs de cette belle émission Zoom sur l'actu, merci à vous. Merci. Au revoir. Et à très bientôt sur Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook.